Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez et que vous nous voyez? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, on va commencer le webinaire. Il y en a peut-être qui vont arriver en cours. On est très heureux de vous faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Je suis avec Mireille de chez Mano Médical qui va se présenter un petit peu plus tard. Et je me présente, je suis Sophie Dupuis, vétérinaire, et je m'occupe notamment de la gamme qui concerne l'hypertension féline pour Ceva Santé Animale. Et avant, j'ai exercé pendant 5 ans en médecine généraliste. Le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner confiance en votre mesure de pression artérielle. C'est pour ça qu'il est co-animé et de vous montrer l'importance du dépistage de la pression artérielle chez le chat. Un replay de ce webinaire sera disponible, donc vous recevrez un mail pour vous indiquer comment l'utiliser. Et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et nous y répondrons à la fin. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc le sujet, c'est bien l'hypertension artérielle chez le chat et comment prendre la mesure de cette pression artérielle chez le chat. On va commencer par une petite introduction sur une partie épidémiologique qui concerne l'hypertension chez le chat et ce qui va nous permettre de mettre en évidence vraiment l'importance du dépistage, notamment chez certains profils de chats, on va dire, qui sont plus à risque que les autres. Ensuite, je passerai la main à Mireille justement pour parler de la mesure de la pression artérielle. Il va notamment vous présenter les différents appareils de mesure et voir comment optimiser la prise de mesure et avoir confiance en elle. Ensuite, on verra pourquoi on mesure cette pression artérielle, comment l'interpréter, quels sont les risques de lésions sur l'organe cible, quels sont ces organes cibles, et notamment faire un petit focus sur l'un des organes cibles qui est le rein, avec on va dire un focus sur la prise en charge des chats lorsqu'ils sont hypertendus et atteints de MRC, ce qui est un cas très fréquent, nous allons le voir. Donc, je tiens à préciser que pendant toute cette présentation, pour ma part, quand je vais parler de pression artérielle ou d'hypertension, on va parler plutôt de la pression artérielle systolique, qui est la plus fiable chez le chat quand on va vous donner des valeurs. Donc, pour commencer sur la partie épidémiologie, on va parler d'une étude qui s'appelle le Mercury Challenge. C'est une étude qui a été menée dans plus de 16 pays d'Europe, donc dans plus de 811 cliniques, et on a récolté des données sur plus de 8800 chats, ce qui est assez énorme. Le seul critère d'inclusion pour ces chats était d'avoir plus de 7 ans. Et donc, on demandait aux vétérinaires de remplir un formulaire pour récolter des données sur la mesure de la pression artérielle, sa faisabilité, le temps que ça prenait, qu'est-ce qu'ils avaient comme résultat, etc. Il en est ressorti plusieurs choses intéressantes, notamment que parmi ces 8800 chats de plus de 7 ans, on en a trouvé 40% qui étaient hypertendus, donc avec une mesure de pression artérielle supérieure à 160 mm de mercure. On demandait également aux vétérinaires de nous indiquer si ces chats étaient atteints de maladies concomitantes. Et il en est ressorti qu'il y avait, parmi ces 8800 chats toujours, 1 sur 3 qui souffraient de MRC et ou d'hyperthyroïdie. Et parmi eux, il y avait carrément 50% des chats qui étaient hypertendus. Vous voyez les résultats en bas ici. Là, on voit un peu les valeurs de pression artérielle qui ont été obtenues chez les chats, on va dire, n'ayant aucune maladie concomitante, ici pour la MRC et ici pour l'hyperthyroïdie. Tout confondu, il y a 40% de chats hypertendus parmi ces chats de plus de 7 ans, et on voit que quand il n'y a aucune maladie, ici c'est les chats entre 160 et 180 mm de mercure, ici au-dessus de 180, on voit que la proportion augmente lorsqu'il y a des maladies concomitantes. Il est important de savoir qu'en fait, l'hypertension, il y en a plusieurs types. Il y a l'hypertension primaire, essentielle, qui est la plus fréquente par exemple chez l'homme, mais qui chez le chat est vraiment presque dérisoire par rapport à l'hypertension secondaire. L'hypertension primaire, c'est 13 à 20% des cas chez le chat. En fait, l'hypertension chez le chat, elle est vraiment souvent secondaire, donc les deux principales maladies concernées, ce sont la MRC et l'hyperthyroïdie.
Et il y en a d'autres, des maladies qui sont un peu moins fréquentes, mais il y a également le diabète sucré et l'hyperaldostéronisme chez le chat qui peuvent être des maladies concomitantes qui provoquent de l'hypertension. C'est important de savoir ça, pourquoi ? Parce que on va parler par la suite de lésions sur l'organe cible. L'hypertension, en soi, on ne la voit pas forcément, mais si on agit trop tard, elle a déjà créé des lésions sur certains organes. Et en fait, il est important vraiment de parler de prévention plutôt que de traitement une fois qu'on a déjà des lésions sur organe cible sur cette maladie. Et donc, pour dépister, on voit finalement assez bien avec cette slide les recommandations du consensus ACVIM 2018, c'est de dépister vraiment les chats à partir de l'âge de 7 ans, qui commencent à être des chats un petit peu âgés, c'est là où on peut voir commencer à apparaître de l'hypertension, les chats qui présentent une maladie rénale chronique et les chats qui présentent de l'hyperthyroïdie. Donc, quand on diagnostique un chat qui a de l'hypertension, il faut aller explorer s'il a une MRC, une hyperthyroïdie concomitante. Et à l'inverse, quand on fait un diagnostic de MRC ou d'hyperthyroïdie, il faut aller chercher, explorer s'il y a une hypertension concomitante. Donc ça peut être dans les deux sens. À noter également que ces chats qui ont une MRC ou une hyperthyroïdie, s'ils ne sont pas hypertendus au moment où vous diagnostiquez la MRC ou l'hyperthyroïdie, ils vont avoir plus tendance à devenir hypertendus qu'un chat sain. Donc, c'est des mesures de pression artérielle qu'il faut intégrer au moment du diagnostic dans le bilan exploratoire, mais aussi dans vos bilans de suivi, par exemple, bilan suivi rénal, etc. Parce qu'à chaque suivi, il faut recontrôler si maintenant le chat est devenu hypertendu ou pas, s'il ne l'était pas. Donc voilà, ça vraiment important. Et il existe un dernier type d'hypertension, finalement, qu'on va aborder avec cette deuxième partie de résultats du Mercury Challenge, c'est l'hypertension situationnelle. Donc finalement, ce n'est pas une véritable hypertension. On va parler d'effet blouse blanche. On sait chez le chat que l'anxiété, le stress provoquent une augmentation, a une influence significative sur la valeur de pression artérielle qu'on mesure. Donc, toujours dans le Mercury Challenge, on demandait aux vétérinaires comment ça se passait d'un point de vue coopération avec le chat, ces mesures de pression artérielle. Et on voit que 92% des vétérinaires ont répondu que la mesure avait pris moins de 10 minutes et que 9 chats sur 10, on va dire, étaient coopératifs. Ce graphique-là montre que plus le chat est nerveux, plus la mesure prend du temps. Rien découvert de majeur. En revanche, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que voilà, on va voir après qu'on met en place des bonnes conditions de mesure pour rendre fiable la mesure. Malheureusement, quand on prend une mesure de pression artérielle chez le chat, on ne peut pas le tranquilliser. Alors l'anesthésie non, mais même pas le tranquilliser avec du butorphanol ou autre. N'importe quel sédatif a une influence significative sur la valeur de la pression artérielle. Donc si un chat est vraiment intouchable, vous ne pourrez pas obtenir de mesure de pression artérielle systolique fiable pour dépister son hypertension. La gabapentine a été étudiée récemment en 2024, mais elle a également une influence significative, malheureusement, sur la valeur de la pression artérielle mesurée. Et pour la prégabaline, on n'a pas encore de résultats. Donc voilà, mais dans 9 cas sur 10, ça se passe quand même bien. C'est quelque chose qu'on peut faire en premier dans la consultation. Quand on fait des mesures à la queue, on n'a même pas besoin de sortir le chat forcément de sa boîte. Il peut rester avec la dame qui caresse la tête, on le touche à peine. Donc en général, ça se passe quand même bien. Donc le comportement du chat a un impact sur la valeur de la pression artérielle de votre mesure, mais aussi sur la durée de la mesure. C'est pour ça que le consensus ACVIM recommande de mettre en place évidemment des bonnes conditions de mesure de la pression artérielle chez le chat. Donc premièrement, un environnement calme et une contention douce. Vous ne pouvez pas maintenir un chat pour lui prendre ses mesures de pression artérielle, ça ne sert à rien, elle sera complètement faussée. Il faut laisser le temps au chat de s'acclimater, 5 à 10 minutes dans la salle où on va faire les mesures, si possible dans la même position où on va faire les mesures, avec la caisse ouverte ou pas. Et ce qui est recommandé, c'est de faire 5 à 7 mesures et d'éliminer la première valeur. On va discuter après avec Mihai justement de certaines fonctionnalités qu'ont les appareils de mesure pour faciliter cette décision sur la mesure finale. Ce qui se passe en pratique également, vous le verrez, c'est que quand vous prenez des mesures de pression artérielle, vous en faites plusieurs à la suite en discutant avec la personne, le chat s'habitue et en fait on voit qu'au début ces mesures de pression artérielle sont très élevées, parfois on commence à 220 mm de mercure et puis plus on fait des mesures,
plus la valeur de la pression artérielle diminue, et souvent on atteint un plateau. Au bout d'un moment, on a 3-4 fois la même mesure de pression artérielle systolique pour le chat, et c'est souvent celle-ci, finalement, dans ces zones-là qu'on est avec la mesure la plus fiable. Donc tout ça, c'est intéressant, et ça nous montre qu'il faut vraiment répéter et protocoliser la mesure de la pression artérielle chez le chat. Ça veut dire quoi, protocoliser? Ça veut dire qu'il est recommandé en clinique, selon vos logiciels, etc., de créer votre compte-rendu de mesure de pression artérielle, où dedans, on va le voir, mais il y a des choses à indiquer, notamment, évidemment, le résultat que vous retenez pour la mesure de pression artérielle systolique de votre chat, mais aussi la taille du brassard qui a été utilisé sur un chat et le site de mesure qui a été utilisé. Pourquoi? Parce que si vous êtes plusieurs vétérinaires dans votre clinique, si ce n'est pas toujours le même vétérinaire qui fait la mesure sur un chat en particulier, il faut bien respecter d'utiliser le même site de mesure pour faire le suivi, quand on met un traitement ou pas, pour voir si la pression artérielle évolue, bien le même site de mesure et bien la même taille de brassard pour rester fiable sur un même chat. Ce compte-rendu, c'est intéressant parce que c'est un acte qui prend du temps, la mesure de pression artérielle. Pour les propriétaires, c'est quelque chose qui n'est pas payant chez le médecin et qui, chez nous, la plupart du temps est payant. Il faut le valoriser, le matériel coûte de l'argent, la mesure prend du temps. Et il faut qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui est important pour la santé du chat, ou à inclure avec des vaccinations, ou avec des bilans, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur rendre un compte-rendu. Comme quand on fait une prise de sang, on leur rend un compte-rendu avec les valeurs du bilan biochimique, par exemple. Il est intéressant de leur rendre un compte-rendu avec la valeur de la pression artérielle systolique et d'indiquer à quel moment il sera opportun de faire le prochain suivi de pression artérielle pour son chat, par exemple. Voilà. Ce qui est recommandé aussi pour faciliter la partie environnementale, acclimatation, c'est qu'il y a toujours évidemment la phase de transport, la phase dans la salle d'attente et la phase de consultation. Il est intéressant de faire noter, par exemple, aux ASV, quand on sait qu'il y aura une mesure de pression artérielle, de le faire noter en premier dans le motif de consultation pour que le vétérinaire, quand il prend son rendez-vous, ou quand le rendez-vous arrive et que l'ASV à l'accueil note que le rendez-vous est arrivé, elle sait qu'il y a une mesure de pression artérielle, elle peut directement emmener le propriétaire et l'animal dans une salle au calme pour qu'il commence à s'acclimater. Ça fait un gain de temps pour le vétérinaire et ça évite que le chat soit stressé par un autre chien qui est en salle d'attente ou autre. Voilà un petit peu pour l'introduction. Je vais passer la main à Mireille pour la partie prise de mesure. Alors, merci beaucoup, Sophie, pour cette introduction. Donc, je me présente, je m'appelle Mireille, je suis spécialiste nanomédical. Nanomédical, une entreprise présente sur le marché de l'équipement vétérinaire depuis 25 ans maintenant. Et nous travaillons avec cela sur la depuis une dizaine d'années et même un peu plus. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses. On va parler des techniques de mesure de la pression artérielle de façon générale. Je vous parlerai de l'appareil de nanomédical. Mireille, je ne sais pas si tu m'entends. On t'entend. Oui. On t'entend pas très bien. C'est mieux. Pardon. C'est mieux. C'est mieux. Il faut que je parle plus fort. Non, pas forcément plus fort, c'est que le micro, je ne sais pas, il ne captait pas. Voilà. Est-ce que ça va mieux? C'est mieux. Merci. Pardon. Donc voilà. Et ensuite, nous parlerons de la préparation de l'examen et des réalisations des mesures avec le PETMAP. Voilà. Donc, au niveau des techniques de mesure de la pression artérielle, nous avons la méthode invasive et ce qu'on appelle les méthodes indirectes, comme le Doppler, la plétismographie et l'oscillométrie, dont on parle beaucoup depuis quelques années. Donc, la méthode invasive, donc il s'agit d'utiliser un cathéter inséré directement dans l'artère du patient. Donc, c'est une méthode qui est considérée comme étant le gold standard de la mesure. Donc, c'est un outil fiable et permet d'avoir la mesure de l'hypertension
à un instant T et de façon continue. Donc, cependant, non seulement l'utilisation de la méthode ajoute des risques liés au caractère invasif, mais en plus, c'est un petit peu plus, ce n'est pas très pratique sur un animal éveillé. Et donc, en diagnostic, on ne va pas utiliser cette méthode-là, qui sera réservée à des études en laboratoire ou à une utilisation en monitoring. Voilà. Donc, en ce qui concerne les méthodes indirectes, donc sans utiliser un cathéter, le principe va toujours être le même, à savoir qu'on va utiliser un brassard placé sur un membre du patient. Donc, dans le cas des chats et des chiens, ça va être sur la patte avant, sur la patte arrière ou à la queue. Donc, ensuite, le brassard sera gonflé. Donc, le flux sanguin dans l'artère sera bloqué. Et ensuite, en dégonflant le brassard, on va arriver à un moment où l'artère va se réouvrir. Et il s'agit donc de détecter le moment de l'ouverture de l'artère et d'en déduire la pression artérielle systolique et ou diastolique selon la méthode utilisée. Donc, la première méthode connue depuis longtemps, c'est le Doppler. Donc, le Doppler, on peut considérer le Doppler comme une sorte de stéthoscope à ultrasons. Donc, la détection du pouls dans l'artère se fait avec une petite sonde qui va envoyer des ultrasons en direction de l'artère. Et l'effet Doppler permet de déduire de la variation de la fréquence des ultrasons sur le retour vers la sonde les pulsations de l'artère. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que cette méthode est peu onéreuse et quasiment tout le monde est formé là-dessus. Les inconvénients, cependant, c'est que même si la pression systolique est celle qui va nous intéresser le plus, cette méthode-là ne permet tout simplement pas d'avoir accès à la valeur diastolique. Et ensuite, comme la méthode Doppler va transformer les pulsations de l'artère en signal sonore qui va être évalué par l'opérateur, on va aussi avoir parfois des doutes sur la précision ainsi que sur la reproductibilité de la mesure, puisque d'un opérateur à l'autre, potentiellement, on n'aura pas la même perception. Donc, si on utilise un Doppler dans sa clinique, dans ce cas-là, idéalement, il faudrait avoir une personne préposée à la mesure de la pression artérielle. Voilà. Et au niveau de l'utilisabilité, donc certes, on s'habitue et on peut faire les mesures de façon assez fluide. Cependant, il faut tenir la sonde sur la patte de l'animal, il faut gonfler le brassard, le dégonfler, écouter. Donc, pour peu que l'animal soit un peu moins coopératif ou qui se situe dans la tranche hors des 88% évoqués précédemment, la mesure peut s'avérer un petit peu compliquée. Une autre méthode qui existe, qui est utilisée essentiellement en monitoring, va détecter des vibrations dans le brassard. Donc, qui dit vibration, dit forcément ce sera très compliqué sur un animal éveillé. Et donc, cette option-là est utilisée sur des appareils de monitoring, mais absolument pas en diagnostic. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et enfin, la méthode qui aujourd'hui gagne de plus en plus de terrain depuis quelques années, c'est l'oscillométrie. Et l'oscillométrie, c'est l'analyse numérique des oscillations de pression dans le brassard qui est faite par l'appareil. Donc, on ne va pas compter sur la perception auditive de l'opérateur pour la détection de quand l'artère s'ouvre, quand elle s'ouvre complètement. Et elle présente les avantages de la précision et de la répétabilité, puisque ce sera la machine qui va détecter
les oscillations de pression et en déduire le moment d'ouverture de l'artère et l'ouverture complète pour la pression diastolique. Donc, selon les appareils utilisés, cette méthode-là va être également beaucoup plus rapide pour chaque mesure. L'inconvénient, c'est que les appareils qui sont performants dans ce domaine-là demandent du développement et une technologie un petit peu plus avancée que les Dopplers, et donc ces appareils seront plus onéreux également. Voilà. Donc, quelle méthode choisir parmi toutes ces choses-là? Donc, si on se fie aux recommandations du consensus de la CVIM, peu importe. En fait, longtemps, on a cru que l'oscillométrie était forcément plus fiable que le Doppler, mais les études répertoriées par la CVIM montrent que finalement, on peut utiliser l'oscillométrie ou le Doppler avec la condition d'utiliser un appareil qui a bien été validé pour l'utilisation dans le contexte du diagnostic. Donc, ce qui signifie que les appareils qui n'ont été validés que sur des animaux endormis, par exemple, lors de tests en laboratoire, ne vont pas être recommandés pour une utilisation en diagnostic. Voilà. Donc, voilà, je refais une deuxième slide pour redire la même chose. Donc, ça, c'est vraiment le point capital souligné par la CVIM. Ensuite, pour vous parler de l'appareil oscillométrique proposé par Mano Medical, donc il s'agit du PETMAP, dont il existe plusieurs versions. Le PETMAP a été conçu et fabriqué aux États-Unis par un spécialiste de la pression artérielle, donc c'est un docteur Ramsey, qui a été le créateur du premier appareil oscillométrique, qui s'appelait le Dynamap, donc dans les années 80. Et sa société a été rachetée par Johnson & Johnson quelques années plus tard à peine, qui a créé la division Criticon, donc spécialisée dans tout ce qui est mesure de la pression artérielle. Et ce monsieur a plus tard décidé, comme il adorait les animaux, de créer un appareil dédié à l'usage sur l'animal, ce qui a donné naissance au PETMAP en 2005. Et donc PETMAP qui est produit et commercialisé par la société qui s'appelle Cardiocommand, basée également aux États-Unis. Donc, le PETMAP a bien entendu été validé cliniquement en laboratoire en comparaison avec des mesures réalisées en invasif sur des chiens et des chats et sur les différents sites de mesure possibles, donc patte avant, patte arrière et à la base de la queue. Et il utilise une méthode oscillométrique, donc à deux canaux de mesure. Donc, deux canaux de mesure, ça signifie que on va analyser le signal avec un gain de signal faible et un gain de signal élevé pour détecter au mieux les vibrations pour avoir une meilleure précision. Donc, c'est un appareil qui est spécifiquement vétérinaire, donc avec des algorithmes de correction et de détection des artefacts de mouvement potentiel, et utilise des brassards spéciaux qui favorisent également une précision accrue. Donc, pour celles et ceux qui en ont un, vous avez peut-être remarqué que le tube des brassards du PETMAP qui connectent le brassard à l'appareil sont beaucoup plus fins et plus rigides que les tubes qu'on trouve classiquement sur des appareils dérivés de la médecine humaine, qui permettent une meilleure précision de la détection du signal. Et donc, le PETMAP va également détecter et gérer automatiquement des artefacts de mouvement qui seront visibles sur l'écran et qui sont, pour 90% des cas, détectés par l'appareil automatiquement qui va arrêter la mesure en cours et la redémarrer. Donc, comme disait Sophie tout à l'heure, dans la mesure de pour la réalisation de la mesure de pression artérielle, la phase capitale, c'est la préparation de l'examen, donc l'environnement calme,
une période d'acclimatation, un animal pas sédaté et de préférence sans contention. Et on ne commence les mesures, bien entendu, que lorsque l'animal est prêt, donc quand il est calme, immobile, et qu'il n'essaie pas de s'échapper. Donc, petite parenthèse, comme on disait tout à l'heure, 88% des chats seront coopératifs. Donc, pour les 10-12% restants, il peut arriver des fois que l'animal ne va tout simplement pas permettre de réaliser une mesure dans de bonnes conditions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir accepter et refaire un rendez-vous plus tard dans d'autres conditions. Donc, sur l'appareil lui-même, pour minimiser le temps de la réalisation de la mesure à proprement parler, on prépare l'appareil en amont également. Donc, on l'allume pour qu'il soit déjà prêt. On sélectionne le bon brassard. Sur l'appareil, on va sélectionner la bonne espèce animale et sélectionner le bon site de mesure pour s'assurer que l'algorithme utilisé par l'appareil sera adapté au site de mesure sélectionné. Donc, le choix du brassard, c'est un élément capital de l'obtention d'une bonne mesure. Donc, sur tous les brassards dédiés à la mesure de la pression artérielle, vous avez toujours le même système. Donc, vous avez une ligne index sur le brassard d'un côté et une zone de mesure qui sera délimitée par des traits sur le brassard. Et lorsqu'on enroule le brassard autour de la patte ou de la queue de l'animal, il faut absolument que la ligne index arrive dans cette zone de mesure optimale. Donc, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas réaliser la mesure, il faut prendre notre brassard plus adapté. Pour la réalisation et la lecture de mesures sur le PetMap, c'est extrêmement simple. Donc, une fois tout mis en place, on va simplement appuyer sur le bouton Go Stop. Donc, le PetMap va gonfler automatiquement le brassard, enfin le dégonfler par étapes en analysant les oscillations. Donc, si le gonflage initial n'est pas bon, il va relancer la mesure et regonfler le brassard, etc. Donc, en général, si on a sélectionné le bon brassard et sur un animal raisonnablement calme, une mesure est réalisée en moins de 30 secondes. Donc, je reprends les recommandations de la CVIM mentionnées tout à l'heure. Donc, on conseille d'effectuer un total de 5 à 7 mesures. Si les mesures connaissent des fluctuations importantes d'une mesure à l'autre, on va réitérer la mesure jusqu'à obtenir quelques valeurs consécutives cohérentes. Et si on a besoin de faire plus de 5 à 7 mesures pour cela, il ne faut pas hésiter à en faire plus. Donc, au niveau de l'interface du PetMap, à l'issue de la mesure, donc l'appareil va afficher les mesures systoliques, diastoliques et le pouls qui sont détectées. On va avoir également l'historique des mesures de la session en cours. Donc, ce qui est très pratique, on affiche une dizaine de mesures, donc ce qui permet d'avoir un aperçu immédiat de la tendance générale. Et le PetMap va également calculer automatiquement des valeurs qui seront affichées sur l'écran du PetMap et qui est appelée la valeur nominale de session. Alors, que sont ces valeurs? Donc, en fait, en accord, ce que fait le PetMap, donc on n'a pas la formule exacte qui est le secret industriel du fabricant, mais c'est une sorte de moyenne pondérée de la session qui va donner le plus de pondération aux valeurs qui sont les plus cohérentes les unes avec les autres et qui va supprimer automatiquement les valeurs extrêmes de la session. Donc en fait, l'appareil va suggérer des valeurs de mesure qui seront les plus représentatives de la session en cours. Donc, est-ce qu'il faut les utiliser plutôt que la dernière mesure en cours? C'est
normalement, c'est quelque chose de cohérent. Après, la dernière mesure peut avoir également une fluctuation par rapport aux mesures précédentes. Donc, d'après les études menées par le fabricant du PetMap, cette valeur-là est tout à fait cohérente avec ce qui devrait être utilisé pour poser le diagnostic. Donc, un avantage majeur du PetMap, c'est l'affichage en temps réel des courbes oscillométriques, donc qui sont, en fait, quand on sait les regarder, une aide précieuse au diagnostic, parce qu'elles permettent de juger de la valeur des mesures réalisées. Donc, nous avons plusieurs courbes. Donc, la première, c'est une courbe en escalier qui montre le dégonflage progressif du brassard. Donc, bien sûr, si on voit qu'il y a un problème sur cette courbe-là, il y a probablement un problème avec le brassard qui est troué ou quelque chose comme ça. Et on a également les courbes vertes et roses qui montrent l'amplitude des oscillations détectées sur les deux canaux de mesure que j'ai évoqués précédemment, donc à gain faible et à gain élevé. Et ces courbes-là permettent de voir les artefacts de mouvement et juger de la fiabilité des mesures réalisées. Donc, vous avez des exemples de courbes bonnes et mauvaises. Donc, typiquement, quand on voit des oscillations tout à fait incohérentes par rapport à l'ensemble de la courbe, c'est que quelque chose ne va pas. Donc, ça peut être lié au mouvement ou au brassard sélectionné qui n'est pas de la bonne taille. Donc, si on voit une de ces courbes mauvaises, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on arrête la mesure en cours, on vérifie la taille et le positionnement du brassard, et si on estime que ces problèmes sont dus au mouvement excessif de l'animal, on va attendre que l'animal va se calmer. Voilà. Donc, une fois que nous avons effectué cette série de mesures et que nous avons les valeurs qui sont les meilleures, eh bien, on va passer à la phase suivante pour laquelle je repasse la main à Sophie. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Je sais pas. Ok. Alors, on va poursuivre. Donc, maintenant que Mireille vous a donné tous les secrets pour prendre parfaitement la mesure de pression artérielle en fonction de votre matériel, on va voir comment l'interpréter et pourquoi on fait tout ça. Donc, la première réponse que je vais vous apporter, c'est pourquoi on fait tout ça, parce que le consensus ACVIM, entre guillemets, nous donne une classification de l'état hypertensif du chat en fonction de ces valeurs qui sont finalement liées au risque d'apparition des lésions sur organes cibles, puisque c'est la véritable conséquence qu'on veut éviter en contrôlant l'hypertension artérielle du chat. Donc, quand on a un chat, vous prenez sa mesure de pression artérielle, elle est inférieure systolique à 140 mm de mercure, on va considérer que ce chat est normotensif, donc il a un risque minimal de développer des lésions sur organes cibles. On va les développer après, ces lésions sur organes cibles. Lorsque vous avez un chat qui se situe entre 140 et 160 mm de mercure, c'est un chat qui est finalement dans un état pré-hypertensif. Sur ces chats-là, vous allez le voir, c'est des chats où on ne va pas mettre en place un traitement, mais on va les surveiller régulièrement parce qu'ils sont en état pré-hypertensif et certainement leur hypertension va évoluer. Et finalement, cette plage, vous voyez, elle est de 20 mm de mercure. On a parlé de l'effet blouse blanche tout à l'heure. L'effet blouse blanche, en moyenne, selon les études, mais en moyenne, il est de 20 mm de mercure chez le chat. Donc finalement, cette plage, on va dire douteuse, où on voit qu'il va y avoir une hypertension, on ne traite pas, ce sont un petit peu ces 20 mm de mercure qu'on se laisse en se disant que voilà, en conditions cliniques, en cabinet vétérinaire, on n'arrivera jamais parfaitement à s'affranchir de cet effet blouse blanche, on essaie juste de le limiter au maximum.
Ensuite, lorsqu'on a un chat qui est au-dessus de 160 mm de mercure, on considère que le risque de développer des lésions sur organes cibles est quand même important, et au-dessus de 180, très important. Et vous aurez parfois des chats où vous allez avoir une valeur de pression artérielle à 220, 200, même 50 parfois millimètres de mercure, ça peut aller assez haut. En fonction de ça, le consensus ACVIM, donc le plus récent, le 2018, donne des recommandations qui est pour, on va dire, là si vous suivez ma flèche, pardon, lorsqu'on a un chat qui est en état normotensive, donc inférieur à 140 mm de mercure, les recommandations finalement de suivi, ce sont les recommandations de dépistage. Donc ça va être de mesurer régulièrement la pression artérielle une fois par an si le chat a plus de 7 ans, 2 fois par an s'il a plus de 11 ans, et à chaque contrôle, on l'a vu tout à l'heure, s'il y a une MRC ou une hyperturie. Si par contre le chat est en état pré-hypertensif, vous êtes entre 140 et 160, vous ne savez pas trop, on va recommander de renouveler la mesure dans les 3 à 6 mois. Donc un chat qui va être checké, entre guillemets, 2 à 4 fois par an. Ensuite, quand on arrive sur des chats qui sont au-dessus de 160, il va y avoir on va voir, il y a 2 cas. Il y a le cas où on n'observe pas de lésion sur organe cible, et dans ce cas-là, on recommande d'avoir plusieurs mesures au-dessus de 160 pour mettre en place un traitement. Si, en revanche, l'animal a déjà des lésions sur organe cible, là, il va falloir mettre en place une mesure supérieure à 160, voire même 150 quand ça concerne les yeux ou le cerveau. On va recommander de mettre en place tout de suite un traitement avec une seule mesure, vu qu'il y a des lésions sur organe cible. C'est pour ça que vous avez cette séparation. Avec évidemment, plus la valeur de la pression artérielle est élevée, plus on recommande de faire les contrôles rapidement pour voir s'il y a vraiment un traitement à mettre en place ou pas. Ce qui donne un peu l'arbre décisionnel qu'on va voir après. Et pour l'instant, je vais vous présenter les lésions sur organe cible. On va commencer par les yeux et le cerveau parce que ce sont finalement les lésions sur organe cible les plus graves et les plus urgentes à prendre en charge. Et sur ces lésions, on peut espérer un petit peu de réversibilité si on agit assez vite. Donc on l'a vu, le mieux c'est de dépister l'hypertension artérielle avant d'observer des lésions sur organe cible, c'est-à-dire que l'animal vient vous consulter pour des signes où il y a déjà des lésions sur organe cible. Mais lorsque vous voyez des chats qui arrivent avec, par exemple, une cécité aiguë, on va parler des lésions sur les yeux, donc c'est des chats qui vous arrivent avec le propriétaire vous dit « mon chat, j'ai l'impression qu'il ne voit plus, il se cogne », ou alors parfois ils ont même remarqué qu'il y a cette mydriase bilatérale aréflective sur leur chat, parce que ça leur change le regard. Et donc, dans ce cas-là, il faut agir très vite pour espérer une réversibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Si on veut savoir un peu ce qui se passe, en fait, les yeux, c'est un organe qui a un système d'autorégulation. Donc, lorsqu'il y a une pression artérielle qui augmente, on a une vasoconstriction qui s'opère au niveau des vaisseaux de la rétine. Donc, quand cette pression artérielle augmentée, parce que des fois ça arrive ponctuellement, mais persiste, on est dans la véritable hypertension artérielle systémique chronique d'un chat, il y a une vasoconstriction des vaisseaux de la rétine qui persistent. Et au début, ça va, comme c'est des fils musculaires lisses, la paroi des vaisseaux, c'est comme s'ils allaient se muscler un petit peu, donc ils s'épaississent. Et finalement, on observe au début, vous savez, cette tortuosité du fond, quand on regarde, on observe les vaisseaux dans le fond d'œil. Puis petit à petit, à force d'être en vasoconstriction, il va y avoir une fibrose, une sclérose et parfois une nécrose ischémique à la fin, ce qui fait qu'on va avoir le vaisseau qui s'abîme et donc parfois des écoulements de liquide, que ce soit du transsudat ou des saignements, qui arrivent derrière la rétine ou au niveau du fond d'œil. C'est là où on peut observer des hémorragies rétiniennes, des œdèmes rétiniens, et quand l'œdème est trop important, finalement, il y a trop de liquide qui coule sous la rétine, et bien ça la décolle, et c'est comme ça qu'on arrive jusqu'au décollement de rétine. Et vous pouvez observer aussi IPhéma et hémorragie vitréenne. Donc sur cette image, par exemple, là, vous avez une hémorragie vitréenne, et ici, l'IPhéma qui est vraiment avec du sang dans la chambre antérieure de l'œil. Voilà un petit peu les lésions que vous pouvez observer si vous faites un peu de fond d'œil. C'est des lésions assez caractéristiques d'une rétinopathie hypertensive. Et on sait, grâce à la littérature, aux études, que chez les chats hypertendus qui ont une hypertension, 80% de ces chats ont déjà des lésions du fond d'œil quand on diagnostique leur hypertension. C'est intéressant de savoir, on va le voir, il y a des études avec un traitement à l'amlodipine ou dose adaptée, etc. On va voir tout ça après. On peut espérer une réversibilité. Si vos propriétaires vous demandent en termes de pronostic, on a 72% de recollement de la rétine sur des décollements de la rétine et on rend un peu moins la vue, on recolle les rétines. On a 59% de récupération de la vision. Alors pour tout ça, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut agir avant, en principe, à peu près 3 semaines pour espérer avoir ce recollement de rétine.
Les lésions neurologiques, donc c'est aussi des lésions urgentes et graves. C'est le même principe, si vous voulez, il y a une nécrose ischémique d'un vaisseau qui peut survenir n'importe où dans le système nerveux, donc malheureusement qui peut donner n'importe quelle présentation clinique. Ça peut aller de l'ataxie, la convulsion, l'AVC, l'hémiparalysie, la tétraparésie. Ça peut donner un peu n'importe quel trouble neurologique. Par contre, c'est de survenue très aiguë. Et c'est intéressant de le savoir parce que quand on a des chats qui ont 15-16 ans, qui vous sont présentés par leur propriétaire en disant bah voilà, d'un coup, il est complètement neuro, on ne va pas forcément toujours pouvoir aller faire un scanner, une IRM ou certains examens. Ou anesthésier ce chat âgé, on va dire. En revanche, une mesure de pression artérielle, c'est un examen qui n'est pas invasif et qui est très peu onéreux et qui ne nécessite pas d'anesthésie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire si l'apparition de ces troubles neurologiques est très aiguë et le chat est à 230 mm de mercure. C'est quand même une possibilité assez accessible de traiter l'hypertension pour voir si on a une réversibilité de ces lésions neurologiques. Et donc, les deux derniers organes types, ce sont les reins et le cœur, donc on va dire des lésions un peu plus sur le long terme. Le rein et l'hypertension, c'est un petit peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que l'hypertension peut conduire à des lésions sur le rein, et notamment une aggravation de la protéinurie. Et la MRC, on l'a vu, peut conduire à développer une hypertension. Donc, voilà un petit peu. Je vous avais à chaque fois là, les pourcentages. Parmi les chats hypertendus, il y en a jusqu'à 74, 3 sur 4, qui ont déjà des lésions rénales liées à l'hypertension. Et en fait, elle aggrave la MRC tout simplement. C'est pour ça qu'il faut la stopper rapidement. Et on va voir après le cas du chat qui a une MRC. Les lésions cardiaques, c'est pareil, elles sont très très fréquentes chez les chats hypertendus. Et en fait, donc chez le chat, ça donne une hypertrophie du ventricule gauche. Donc c'est quelque chose on appelle ça, en fait elle donne finalement l'hypertension comme un phénotype CMH au niveau de l'observation du cœur, et parfois une dilatation de la crosse aortique. Ce sont des choses que vous pouvez voir, même la dilatation de la crosse aortique, parfois même à la radio, à l'imagerie. Et en termes de clinique, on observe évidemment bruit de galop, tout ce qui peut vous faire penser à une cardiopathie. Voilà un petit peu pour les lésions sur organes cibles. Et à titre anecdotique, c'est très très rare, mais il arrive qu'on puisse avoir une hématurie liée à l'hypertension ou un épistaxis. Donc si vraiment vous avez fait tout le reste du diagnostic différentiel, vous pouvez l'envisager. Alors, quand est-ce qu'on traite? Comment on traite? Une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, on sait interpréter les valeurs, on sait pourquoi il faut traiter pour éviter les lésions sur organes cibles, et on sait qu'il faut réagir rapidement. En fait, ici, vous avez les 3 situations où il faut mettre en place un traitement. Ce sont les recommandations toujours du consensus AG. Dès qu'on a des lésions oculaires ou neurologiques et une seule mesure supérieure à 150 mm de mercure, en lien avec l'hypertension, évidemment, ces lésions, on met en place un traitement. Lorsque vous avez des lésions sur organes cibles, mais qui concernent les reins ou le cœur, on considère que c'est un petit peu moins urgent. On recommande d'obtenir 2 mesures de pression artérielle supérieure à 160. Et quand on n'a aucune lésion sur organes cibles, et pour ça, il faudrait avoir fait un fond d'œil, une échographie cardiaque, un examen neurologique complet. Voilà, si vous êtes à peu près sûr, il faut 2 à 3 mesures distinctes supérieures à 170 mm de mercure pour mettre en place un traitement. Donc voilà les 3 situations où on met en place un traitement. Il va y avoir deux choix. Soit on commence finalement l'amlodipine à dose simple, 0,125 mg kg jour, en une prise. Lorsqu'on n'a pas de lésion sur organe cible que j'appelle grave, oculaire ou neurologique, et qu'on a une pression artérielle inférieure à 200 mm de mercure. Si on est dans les cas graves, c'est-à-dire une pression artérielle importante supérieure à 200 et ou, souvent c'est lié, des lésions au niveau des yeux ou du cerveau, là on recommande de commencer à dose double directement, 0,250 mm de mercure. Pour le contrôle, c'est pareil. Quand on est dans le cas grave, urgent, on va recommander de contrôler 24 à 72 heures après. Il faut le plus vite possible contrôler cette pression artérielle, la remettre dans des valeurs normales pour arrêter l'aggravation des lésions sur organes cibles et espérer une réversibilité. Dans les cas classiques, un chat qui n'a pas de lésion grave sur organe cible, qui n'a pas une valeur de pression artérielle trop élevée, on contrôle 7 à 10 jours après. Le but, c'est quoi? Le but, je vous mets tout en bas, c'est d'obtenir une valeur de pression artérielle systolique normale, c'est-à-dire entre 110 et 140 mm de mercure.
On va quand même considérer que si on a réussi avec la mise en place du traitement à obtenir une valeur de pression artérielle inférieure à 160 mm de mercure, le traitement est satisfaisant. Donc ensuite, on va suivre l'animal parce que la maladie peut évoluer et on peut être amené à devoir augmenter les doses par la suite, les années suivantes. Si en revanche, on n'a pas réussi à baisser cette pression artérielle en dessous de 160, il est recommandé de doubler la dose. Donc pour le cas simple, on passe à double dose. Pour le cas déjà avancé, on passe à 4 fois la dose simple, ce qui nous amène à 0,5 mg kg d'amlodipine. Voilà un petit peu pour la prise en charge au niveau des doses, des contrôles, etc. Quand vous avez une hypertension, il faut évidemment aller explorer également les maladies concomitantes, MRC, si ça a été fait dans ce sens-là, et hyperthyroïdie. Et en ce qui concerne l'hyperthyroïdie, il est recommandé de mettre en place en même temps le traitement pour la thyroïde. Alors, donc on a parlé déjà d'Amodip. Je ne vous refais pas toute la présentation du produit, mais il faut savoir que l'amlodipine, c'est la molécule recommandée en première intention pour traiter l'hypertension chez le chat. On peut aller donc de 0,125 à 0,5 mg/kg. Parfois, dans les études, on parle plutôt de demi-comprimé ou de comprimé entier. Moi, je vous parle en milligrammes-kg, mais c'est la même chose. Et donc vous avez cette étude d'efficacité qui a prouvé contre placebo que l'amlodipine baissait la pression artérielle de 28 mm de mercure en 28 jours en moyenne contre placebo. Le plus important, c'est quand même de comprendre comment elle fonctionne, parce que vous verrez dans les études que parfois on parle d'une baisse de 10 mm de mercure, parfois une baisse on voit jusqu'à 70 mm de mercure de baisse de la valeur de pression artérielle, et parfois ça peut faire peur parce qu'on peut se dire, si j'ai un chat qui est à 170, 180, je mets un traitement en place, comment ça marche, pourquoi il n'y a aucun risque d'hypotension? Parce qu'en fait, c'est un inhibiteur des canaux calciques, et donc en empêchant le calcium de rentrer dans les fibres musculaires lisses, elle va empêcher la contraction des fibres musculaires lisses qui composent la paroi des vaisseaux sanguins. Donc, ces vaisseaux vont être relâchés. Donc, on a une vasodilatation. Et donc, comme on a une vasodilatation, on a une baisse des résistances périphériques. Et la pression artérielle, c'est le débit cardiaque fois les résistances périphériques. Donc, l'amlodipine provoque une vasodilatation, baisse de la pression artérielle. Il y a d'autres inhibiteurs des canaux calciques. Pourquoi c'est l'amlodipine qui est recommandée en première intention? Parce qu'elle vise surtout les artères périphériques, ça va être celle qui nous intéresse, un peu moins les veines, on n'a pas besoin de baisser la pression artérielle systolique dans le retour veineux, et les artères coronaires. Donc elle cible la partie du système circulatoire qui nous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est voilà comment elle fonctionne, et pourquoi elle a cette efficacité, une plage assez large, parce que plus un chat est hypertendu, plus finalement il a développé des canaux calciques, des récepteurs de calcium sur ces fibres musculaires lisses. Et donc, plus on va avoir une baisse intéressante de la pression artérielle si on a un chat qui est très hypertendu. Et au contraire, un chat qui est très peu hypertendu, la baisse va être beaucoup plus basse. Voilà un petit peu comment elle fonctionne en termes d'efficacité. Et vraiment, c'est un anti-hypertenseur. En termes de tolérance, ce qui nous intéresse aussi dans un médicament, elle est très bien tolérée. La contre-indication, c'est l'insuffisance hépatique. Sur un chat, en général, il est tout jaune. Vous ne pouvez pas forcément le rater, et une sténose aortique grave. Voilà. Pas d'effet indésirable au niveau rénal. C'est intéressant parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de chats qui ont une MRC et une hypertension, et hypotension rarissime qui ont été décrites qu'en cas de surdosage. Voilà. Donc attention à ce que le chat ne s'enfile pas plusieurs plaquettes du médicament. Alors justement, le cas du chat qui a une hypertension et une MRC, et on va parler aussi de protéinurie. Les chats qui ont une MRC, on a vu, il y en avait 1 sur 2 qui a une hypertension artérielle systémique associée. Les chats qui ont une MRC, il y en a 1 sur 5, à peu près 20%, qui ont une protéinurie significative à traiter. Déjà, on voit qu'il y a plus de chats qui ont une MRC, qui ont une hypertension artérielle associée, qu'une protéinurie. Et parfois, on a les 3. Vous voyez un petit peu ce schéma. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, s'il y a de l'hypertension seule, on met un traitement antihypertenseur. Et protéinurie avec MRC seule, on met l'antiprotéinurique. Évidemment, non, l'alimentation rénale pour la partie gestion de la maladie rénale chronique. Et quand on a les 3, il est intéressant de savoir que on a une étude de Jepson en 2007 qui montre que quand on a un chat qui est hypertendu
qui a une MRC protéinurique, le fait de contrôler sa pression artérielle, dans 70% des cas, on a une baisse significative de la protéinurie qui était présente. Parce qu'en fait, comme on a une hypertension artérielle, on a beaucoup de pression dans tout le système circulatoire, donc ça pousse un petit peu au niveau des glomérules et ça a tendance à accentuer la protéinurie, on parle presque de protéinurie pré-rénale liée à l'hypertension. Et donc en contrôlant la pression artérielle, des fois on a une baisse de cette protéinurie et quand elle n'était pas très importante, il n'y a pas de nécessité de rajouter un antiprotéinurique. Ce qui donne un petit peu cette proposition de prise en charge thérapeutique qui a été faite en 2017 par Jepson toujours. Lorsqu'on a un chat, on diagnostique une maladie rénale chronique. Dans tous les cas, il faut prendre la mesure de pression artérielle. S'il n'est pas hyper tendu, on part sur la suite de l'exploration, on fait un RPCU ou une bandelette, le mieux c'est quand même le RPCU, pour explorer la protéinurie. Si on a une protéinurie persistante, on met en place un antiprotéinurique. Si l'animal est hypertendu, il est intéressant de contrôler l'hypertension, donc mettre en place un traitement, contrôler 7 à 10 jours après. Une fois qu'on est en dessous de 160 mm de mercure, on peut considérer qu'elle est contrôlée, et ensuite de faire le premier RPCU, la première mesure de protéinurie, puisqu'elle aura tendance à varier une fois qu'on a contrôlé la mesure de pression artérielle, ce qui permet d'économiser un examen, une manipulation pour le chat et de l'argent pour le propriétaire. Donc voilà ce qui peut être intéressant. Dans 90% des cas, ça va être suffisant et parfois, ça va être une protéinurie par exemple très importante parce qu'il y a vraiment des lésions au niveau du glomérule et dans ce cas-là, il va être intéressant de rajouter un antiprotéinurique s'il reste une protéinurie persistante. Voilà un petit peu pour la prise en charge. J'arrive à la conclusion. Voilà, il faut retenir que la mesure de pression artérielle, je ne sais pas si vous en faites déjà beaucoup, si vous n'êtes pas équipé, si vous êtes équipé, si vous en faites. Plus on en fait, alors facile et rapide, la plupart du temps ça se passe bien, et plus on est organisé, plus on travaille avec les ASV, des protocoles, etc., plus c'est rapide et plus c'est fiable surtout. Et plus on en fait, plus c'est fiable. Il faut vraiment penser à dépister les chats âgés, les chats MRC, les chats hyperthyroïdies. En fait, la mesure de pression artérielle, elle doit être inclue dans tout ce qui est bilan senior, évidemment, mais aussi dans les bilans rénal de diagnostic, de suivi, hyperthyroïdie pareil, suivi et diagnostic, pour vraiment penser à la diagnostiquer le plus tôt possible et éviter les lésions sur l'organe cible. Et il est intéressant de traiter l'hypertension avant d'explorer la protéinurie pour voir si, dans certains cas, ça suffit lorsqu'on a MRC, HTA et protéinurie. Voilà un petit peu pour la conclusion. Hop. Je vais cesser le partage et il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Je ne sais pas si Mireille, tu veux te joindre à moi? Oui, je t'entends. Alors, donc la première, c'est le PETMAP est connu pour surestimer la pression artérielle. Qu'en pensez-vous? Au départ, on nous faisait enlever 20 mm de mercure et plus maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que tu veux commencer à répondre? Oui, tout à fait. Donc, c'est une bonne question. Alors, de façon, la réponse courte, c'est qu'il vaut mieux utiliser les valeurs données par le PETMAP telles quelles sans enlever ou ajouter quoi que ce soit. Donc, si effectivement il y avait une différence systématique aussi élevée, donc cela ferait partie des algorithmes de l'appareil qui feraient la correction déjà. Donc, je pense savoir d'où vient cette idée. Donc, il y a eu pas mal d'études sur les accords, des accords possibles entre différentes méthodes de mesure. Donc, le grand problème de ces études-là, c'est que elles sont... Alors déjà, elles ne donnent pas les mêmes résultats parce qu'on a eu des études qui ont été faites et publiées qui affirment que l'oscillométrie en général et le PETMAP en particulier ont une bien meilleure précision que les Doppler. Il y a eu une ou deux études qui affirmaient le contraire.
Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le PETMAP a été validé par études cliniques sur animaux conscients en laboratoire versus la pression artérielle invasive, qui demeure quand même le gold standard. Donc, partant de là, on peut considérer que les mesures données par le PETMAP sont fiables et peuvent être utilisées telles quelles. Donc, après, ce qu'il faut noter aussi, c'est que les appareils sont différents, donc la manipulation de l'animal est différente, et il faut également apporter un grand soin au protocole d'utilisation. Donc, comme on disait tout à l'heure, il faut absolument avoir un environnement calme. Par exemple, si on effectue 10 mesures avec un Doppler et une mesure avec le PETMAP, on ne peut pas comparer ces résultats-là, parce qu'on a toujours la période d'acclimatation de 5 à 7 mesures à respecter, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune étude clinique valable qui remettrait en cause la fiabilité des valeurs données par le PETMAP, et bien au contraire. J'ajoute que dans le Mercury Challenge dont on a parlé au début de la présentation, c'est intéressant parce que c'était donc 8800 chats dans 811 cliniques, donc tout le monde procède un peu d'une façon différente pour les prises de mesures, à du matériel différent. Et dans cette étude, on s'est retrouvé à la fin avec à peu près 50% de Doppler, de mesures faites au Doppler, et 50% de mesures faites avec un appareil d'oscillométrie. Et finalement, quand on regardait les moyennes, 4000 chats, 4000 chats, entre guillemets, il y avait quelques millimètres de mercure d'écart, avec une différence qui n'était pas significative dans l'analyse statistique. Donc, c'est assez intéressant sur une si grosse étude. Alors, deuxième question. Pour la gabapentine, quelqu'un qui n'était pas là au début, en fait, il y a une étude en 2022 qui avait été publiée et qui nous avait donné des résultats intéressants où la gabapentine n'avait pas, a priori, d'influence significative sur la mesure de pression artérielle. Et malheureusement, on a une étude un peu plus récente avec un peu plus de chats en 2024 qui montre que si finalement il y aurait une influence significative, donc on ne recommande pas d'utiliser la gabapentine. Enfin, en tout cas, il pourrait y avoir une influence sur la mesure de la pression artérielle. Je pensais qu'il ne fallait pas prendre les valeurs nominales. Ça doit être pour le PETMAP. Si le chat bouge, la valeur va être prise en compte et du coup fausser la moyenne. Alors, je prends cette question. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, en fait, il y a deux choses. Donc, premièrement, si le chat bouge et que, a priori, le PETMAP va détecter justement ces artefacts de mouvement et ne pas prendre en considération la mesure réalisée. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, le calcul de la valeur de cession nominale tient justement compte des valeurs qui ne sont pas dans le pool des valeurs statistiquement recevables. Et donc, au niveau de la réalisation de la moyenne pondérée, cette mesure-là va avoir une pondération bien moindre que les autres mesures, si tant est qu'elle soit prise en compte. Donc, après, le calcul de cette valeur de cession nominale, c'est quelque chose qui est utile. Après, c'est une sorte d'aide, c'est une sorte d'aide à l'interprétation. Donc, si vous observez par exemple que par rapport à votre expérience, il est plus simple pour vous d'utiliser les valeurs, enfin de faire une analyse par vous-même des valeurs obtenues, ce n'est pas un problème. Donc, a priori, la valeur de cession nominale tient compte justement de différents incidents de mesure qui peuvent intervenir. Alors, je vois la question suivante. Quel budget pour un PETMAP ? Je ne sais pas, Mireille, si tu veux donner un ordre d'idée. Alors, il vaut mieux...
Il vaut mieux que vous vous rapprochiez, je pense, de votre délégué SEVA, parce que en fait, ça dépend. Il y a des offres en cours, des conditions particulières qui peuvent faire varier le prix. Mais pour donner une idée, on sera, selon le modèle de PetMap, sur quelque chose à partir de 1900 euros, je pense. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je ne sais pas si on pourra répondre à tous. Si vous devez partir, comme il est 13h30, on répondra aux questions. On va y répondre maintenant, mais n'hésitez pas à regarder les replays. Sinon, on vous enverra des réponses par mail, éventuellement, pour les dernières questions. Combien se vend une prise de pression artérielle? Alors, ça varie vraiment en France et selon ce que vous choisissez de faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui incluent uniquement dans le bilan, il y a des gens qui prévoient vaccination chat senior pour inclure la mesure de pression artérielle dans la visite de vaccin du chat, par exemple, annuelle. Et après, et certains font une consultation avec mesure inclus ou suivi. Enfin, il y a plusieurs formats. Par contre, là, quand l'acte est facturé seul, on sait qu'en moyenne en France, c'est entre 15 et 25 euros l'acte. Et ceux qui, parfois, font une consultation avec mesure de pression artérielle exprès, c'est une quarantaine d'euros. Voilà un peu les données qu'on a sur la France. Quel taux de réversibilité pour les lésions neurologiques? Pour échanger avec le propriétaire. C'est un peu plus faible que pour les yeux. On a des études avec l'amlodipine. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, il y a un webinaire sur ces lésions neurologiques liées à l'hypertension complet sur notre chaîne SEVA Université, sur WebIKEO, que vous pouvez revoir en replay également. Il y en a pour les autres lésions sur organes cibles aussi. Et on peut dire que déjà, si au bout de 2 mois, il ne se passe plus rien d'un point de vue neurologique, il n'y a pas d'amélioration en termes de délai, après 2 mois, il y aura plus beaucoup de récupération. Et par contre, sur la récupération, avec les traitements à l'amlodipine, on était plutôt à 10-15% de récupération sur les chats qui sont pris très tôt. Et encore une fois, ça dépend aussi de quelle partie du système nerveux a été touchée, malheureusement. Sur la première diapo, les chats sans maladie, il y avait 35% d'hypertension, donc hypertension primaire. Alors, dans le seul critère d'inclusion pour le Mercury Challenge, c'était que les animaux aient plus de 7 ans. Et si on connaissait leur statut ou si lors de cette visite pour mesure de pression artérielle, on explorait chez eux la maladie rénale ou l'hyperthyroïdie, on demandait de le notifier. Mais c'est des chats où on n'a pas... Il y a certains chats où c'est noté aucune maladie et finalement la MRC ou l'hyperthyroïdie n'a pas été explorée, donc elle était potentiellement là. Il y en avait potentiellement plus. C'était les statuts connus. Parce que c'était vraiment l'objet de l'étude, c'était pas de demander toutes les analyses sur le chat. On mettait les statuts quand ils étaient connus au niveau des maladies concomitantes. Et il peut y avoir également eu une part, donc pas forcément d'hypertension primaire, même s'ils n'avaient vraiment aucune maladie, mais une part d'hypertension situationnelle, puisque c'était dans des conditions cliniques qu'on ignore, où parfois certains ont pu être stressés en salle d'attente par un chien, etc. Même si toutes les bonnes conditions de mesure ont été mises en place. Que pensez-vous des mesures de pression artérielle avec un monitoring anesthésique? Je te laisse répondre, Mireille, peut-être à celle-ci. Oui, avec plaisir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, et même je dirais que la plupart des monitorings modernes utilisent la méthode oscillométrique pour la mesure de la pression artérielle. Donc, on pourrait tenter d'utiliser son moniteur pour faire du diagnostic. Alors, ce n'est pas une très bonne idée pour plusieurs raisons. Donc, comme vous savez, en monitoring, ce qui va être le plus important, c'est la tendance. Donc, c'est ça qu'on va prendre en compte le plus. Est-ce que la pression artérielle va monter ou descendre lors de la chirurgie? Donc, l'objectif premier d'un moniteur n'est pas de donner une valeur diagnostique fiable. Donc, les moniteurs ne sont pas conçus pour ça. Ils ne sont pas optimisés. Donc, la deuxième chose, c'est que sur la plupart des moniteurs qui utilisent la méthode oscillométrique, vous pouvez voir qu'il y a un seul brassard ou des fois 2 pour la mesure. Donc, ce qui va faire que
la précision de la mesure va être bien moindre en utilisant un monitoring. Donc, comme on parlait tout à l'heure de la taille des brassards avec la ligne index, la zone de confort, enfin la zone de mesure optimale. Donc, sur les brassards utilisés en monitoring, vous ne verrez même pas ces valeurs-là. Donc, ce qui signifie que les valeurs seront haussées ou baissées par rapport à la valeur réelle. Et encore une fois, les moniteurs, quand ils sont validés en test, donc si le fabricant est sérieux, il va faire une validation versus la pression artérielle invasive, mais ce sera dans le contexte de la chirurgie. Donc sur un patient endormi, donc en revenant aux recommandations de l'ACVIM tout à l'heure, il ne faut utiliser que les appareils validés cliniquement pour le contexte d'utilisation du diagnostic, si on veut faire du diagnostic. Donc, voilà, l'ACVIM ne recommande pas d'utiliser les moniteurs d'anesthésie pour faire du diagnostic. Alors, question suivante. Concernant la prégabaline, donc c'est ce que je disais, on a malheureusement, on n'a pas encore d'études pour savoir s'il y a une influence significative ou pas sur la mesure de pression artérielle. Donc, je peux ni répondre oui, ni répondre non. On attend. Ensuite, alors, pour la mesure de la pression artérielle, combien de temps après la prise du médicament, comme on peut avoir sur d'autres traitements, d'autres maladies? Concernant la Modip, il n'y a pas de problème, parce que la demi-vie est de 53 heures, ce qui permet de donner qu'une fois par jour, et ce qui permet vraiment de ne pas avoir, on n'a pas de contraintes au niveau de la prise de mesure. Finalement, ce qui est même recommandé par les experts, c'est plutôt de prendre la mesure à 9 h du matin ou à 14 h, parce que c'est là où il y a le moins de monde en salle d'attente. Mais il n'y a pas de délai par rapport à la prise du comprimé. Bonjour, peut-on avoir un exemple, car les mesures d'un écran sur ce que vous prenez précisément sur le PETMAP pour faire vos calculs de moyenne? Je ne sais pas si tu comprends la question, Mireille, ou si on peut peut-être demander de repréciser à Christelle B, si elle est toujours là. Oui, je vais répondre à la suite. Sinon. Peut-on donner une dose plus importante si gestion réfractaire? Alors, comme je vous disais, amlodipine, les recommandations, c'est de pousser en monothérapie, un peu comme dans le cadre de l'épilepsie. Donc, amlodipine, on augmente jusqu'à, par contre, maximum 0,5 mg kilo. Parce que jusque-là, on sait qu'il y a une très bonne tolérance et qu'il n'y a pas de problème. Si à 0,5 mg kilo jour par chat, on a toujours de l'hypertension, ce qui peut arriver dans 5 à 10% des cas dans les études. Là, il est recommandé de passer en bithérapie et d'ajouter un IECA ou un telmisartan, comme c'est demandé dans la question. Qu'entends-tu par protéinurie persistante? Alors, ouais, protéinurie persistante, j'insiste parce que c'est ce qui est précisé vraiment par les experts et dans les recommandations IRIS pour gérer la MRC, etc., c'est que la protéinurie, quand même, la mesure, elle est variable en fonction de quelle méthode on utilise, quel type de prélèvement, quelle heure de la journée, premier pipi, etc. Et donc, ce qui est toujours bien précisé quand on parle de MRC chez le chat, c'est protéinurie persistante, ça veut dire qu'on a pu vérifier à 2 reprises. Finalement, un peu comme une hypertension persistante, où on dit qu'il faut plusieurs mesures si on n'a pas de lésion sur un organe cible pour confirmer et prendre en charge. Les tout premiers PETMAP sont-ils aussi fiables que ceux vendus actuellement s'il y a différentes versions? Alors, je vais répondre à cette question et en même temps à la question suivante qui touche différentes versions de PETMAP. Ça va un petit peu ensemble. Donc, alors, ça dépend de ce qu'on considère par les toutes premières versions de PETMAP, parce que le tout premier PETMAP fonctionnait, donc ne faisait pas le gonflage automatique et avait une... J'ai perdu le mot. Une poire. Une poire, voilà, merci. pour faire le gonflage du brassard. Donc,
Depuis, il y a eu des versions majeures et des versions mineures. Donc, il y a quelques années, il y a eu une mise à jour du logiciel du PetMap avec une amélioration des algorithmes. Donc, les versions achetées, disons, il y a depuis 3-4 ans, incorporent cette mise à jour-là et sont probablement mieux, plus fiables et détectent mieux les artefacts de mouvement que les versions très anciennes. Voilà. Mais les premières études de validation des PetMap se sont faites avec les premières versions. Donc, si vous avez un PetMap de la toute première génération et s'il fonctionne, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Donc, sur les différents PetMap qui existent aujourd'hui, donc il y a le PetMap Graphic 2 et Graphic 3 qui sont vraiment dédiés à la mesure de la pression artérielle exclusivement. Donc, la différence entre les deux, ça va être que le PetMap Graphic 2 fonctionne sur pile, alors que le Graphic 3 va utiliser des batteries rechargeables qui peuvent être rechargées dans le PetMap, ce qui est quand même plutôt pratique, avec aussi un écran un petit peu plus grand et la possibilité d'avoir une sonde de température connectée pour d'autres utilisations. Et ensuite, il existe la gamme PetMap Plus 2, dans laquelle qui permet en fait d'utiliser le PetMap pas seulement pour la mesure de la pression artérielle, mais aussi comme un moniteur d'appoint, puisqu'il peut avoir des modules ECG, CAPNO, SPO2 connectables dessus. Donc, ce qui sort un petit peu du cadre de la mesure de la pression artérielle, mais qui vous donne une idée de la gamme complète. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre site web manomedical.com où vous avez la liste de tous les PetMap disponibles. Merci Mireille. C'est la dernière question. Pardon. Je n'ai pas entendu la réponse à la question. Alors, pour les 20 mm de mercure, donc je redis brièvement. Après, on peut regarder le replay pour plus de détails. Mais maintenant, il ne sert plus à rien de les retirer. Les appareils, notamment les PetMap, justement, ont pas mal évolué. C'est vrai que le dernier consensus AGLIM précise bien de prendre la mesure, tant que l'appareil est validé, on prend la mesure telle qu'elle pour interpréter la valeur. Et c'est ce que je disais dans le Mercury Challenge, on voit bien entre la moitié des chats, les 4000 chats qui ont été mesurés au Doppler, les 4000 chats qui ont été mesurés par oscillométrie, la différence des moyennes de pression artérielle de tout ce petit monde n'est pas significative. C'est vrai que les appareils se sont pas mal améliorés, donc il n'y a plus à retirer ces 20 mm de mercure. Quand vous faites les mesures avec le PetMap, concrètement, avec vos 6 ou 7 mesures faites, ce que vous prenez précisément sur l'écran du PetMap pour avoir la valeur de la PA moyenne de l'animal. Alors, donc, on parlait tout à l'heure de la valeur de cession nominale. Donc, la première solution est de prendre ces valeurs-là et les utiliser comme les valeurs les plus représentatives de cette cession-là. Donc, ensuite, si vous avez bien suivi les recommandations, à savoir attendre que les mesures se stabilisent et avoir 6 ou 7 mesures consécutives cohérentes, donc, c'est de ces mesures cohérentes-là qu'il faut faire la moyenne pour prendre voilà. Merci. Et donc, dernière question, et après on va conclure. Pour Didier, y aura-t-il un webinaire sur l'HTH chez le chien? Donc, malheureusement, non. Je peux apporter quelques précisions par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour le chien. Les valeurs sont les mêmes, les méthodes de mesure sont les mêmes. Finalement, ce qui change, c'est en termes de maladies concomitantes, il y a toujours la MRC, il y a l'hypothyroïdie, et il y a d'autres maladies telles que Cushing, phéochromocytome, etc. Vraiment, les valeurs et l'interprétation sont les mêmes, les lésions sur organes cibles. En termes de recommandations de traitement, en revanche, chez le chien, c'est l'IECA en première intention, sauf s'il a déjà une mesure de pression artérielle supérieure à 200 mm de mercure, auquel cas il est recommandé d'associer directement IECA plus amlodipine pour mettre en place le traitement. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. J'espère qu'on a répondu à vos questions et vos interrogations sur l'hypertension. Merci vraiment pour votre attention et votre participation. Et puis, pour conclure, si on peut peut-être, voilà, on va certainement vous envoyer par email, et il y aura le replay, et il y aura une offre éventuellement pour vous équiper
une offre on va dire, en collaboration entre Seva et Mano Médical pour que vous puissiez éventuellement vous équiper si vous n'avez pas déjà du matériel, notamment le PetMap. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Mireille. Non, merci, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence à ce webinaire et merci à Seva pour l'avoir organisé. Bon, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.